Jenny Wanda Bachmann, connue sous le nom de Beau Spectre, représente avec précision la brutalité féminine dans le contexte des crimes nationaux socialistes. Née dans les années 20 à Hambourg, sa vie s'est déroulée entre la recherche d'une carrière de mannequin et son éventuel recrutement en tant que gardienne dans le camp de concentration de Stutthof. Malgré sa beauté notoire, elle est devenue pour beaucoup un symbole de l'horreur, montrant une cruauté extrême envers les prisonniers, qu'elle torturait et sélectionnait pour les chambres à gaz sans hésitation. Son influence dans les cercles nazis était notable. Elle faisait partie d'un système qui déshumanisait ses victimes et incarnait l'idéologie du régime en participant activement à des actes de violence et d'oppression. Capturée après la guerre, elle a été jugée et condamnée à mort, laissant derrière elle un héritage troublant. Mais parlons d'elle plus en détail. La jeunesse de quelqu'un qui est mort jeune, premières années et aspirations de grandeur. Jenny Wanda Bachmann est née le 30 mai 1922 à Hambourg, dans ce qu'on appelait la République de Weimar, une période tumultueuse de l'histoire allemande. Hambourg, l'une des principales villes portuaires du pays, était profondément affectée par l'instabilité économique et politique qui caractérisait la République de Weimar après la Première Guerre mondiale. La défaite militaire, les réparations imposées par le traité de Versailles et l'hyperinflation faisaient partie du contexte qui a façonné son enfance. Dans son environnement, les tensions sociales étaient palpables et la montée du nazisme commençait à gagner du terrain parmi les secteurs de la population qui recherchaient la stabilité et un sens de l'identité nationale. Dans cet environnement, les idéologies nationalistes radicales et le militarisme commençaient à imprégner la vie quotidienne des familles allemandes, y compris celle de Bachmann. Bien que les détails spécifiques sur son noyau familial ne soient pas bien documentés, il est raisonnable de supposer que la dynamique de l'époque a influencé sa perception du monde dès son jeune âge. À l'âge de 10 ans, Adolf Hitler a pris le pouvoir en 1933. Une nouvelle étape allait commencer dans ce pays et sur le continent européen. À cet âge, elle a rejoint la Ligue des jeunes filles allemandes. Ce mouvement, jeune et féminin, fondamental dans la stratégie des nouvelles autorités pour façonner les jeunes Allemands, visait à inculquer la loyauté au Führer, un patriotisme exacerbé et une conscience raciale stricte. À travers des activités apparemment récréatives, comme des camps et des cérémonies, les jeunes filles étaient endoctrinées avec les principes de l'idéologie en vogue, les préparant à leur rôle dans la société allemande. Le système éducatif de l'époque jouait également un rôle clé dans ce processus d'endoctrinement. Les écoles sont devenues des outils du régime, où les manuels scolaires ont été modifiés pour glorifier Hitler et la race aryenne, tout en déshumanisant ceux considérés comme les ennemis de l'État. La propagande était omniprésente et façonnait non seulement les croyances, mais aussi les comportements des plus jeunes. Les enseignants agissaient comme des prolongements du gouvernement, inculquant l'obéissance et une vision du monde centrée sur la suprématie raciale. Et, en général, la pression sociale pour se conformer aux normes imposées par le nazisme était intense. Les jeunes n'étaient pas seulement observés, mais également encouragés à signaler tout comportement dans leur foyer ou leur communauté qui pourrait être interprété comme subversif. Cela créait une atmosphère de surveillance constante qui érodait les relations familiales et personnelles, les remplaçant par une loyauté absolue envers l'État. D'autre part, la Ligue des jeunes filles allemandes enseignait également à ses membres leur rôle en tant que futures mères de la race aryenne, chargées de garantir la pureté raciale et le renforcement du système en construction. À travers des activités physiques, des discours idéologiques et une structure hiérarchique imitant la discipline militaire, les jeunes filles étaient préparées à répondre aux attentes du régime. À mesure que Bachmann grandissait, l'impact de cet environnement devenait plus évident dans son développement personnel et moral. La combinaison de l'influence familiale, de l'endoctrinement scolaire et de l'appartenance à la Ligue des jeunes filles allemandes a contribué à consolider une vision du monde qui priorisait l'obéissance au Führer par-dessus les valeurs éthiques universelles. Mais cette jeune femme se distinguait dès le début par sa beauté et, au cours de ces mêmes années, elle cultivait des aspirations à devenir mannequin ou actrice. Au cours des années 30, elle a participé à des séances photos pour des magazines allemands, ce qui semblait indiquer un avenir prometteur dans le monde du spectacle. Cependant, à la fin des années 1930,
L'Allemagne était complètement plongée dans l'idéologie nazie, et le Troisième Reich avait réussi à intégrer sa doctrine dans tous les aspects de la vie quotidienne. Après avoir commencé la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle facette de sa vie s'ouvrait inévitablement. Chemin de guerre. La transformation d'une jeune artiste dans l'Allemagne de 1944. Malgré ses inclinations vers le monde du spectacle, avec le début du conflit en 1944-1939 et la militarisation progressive de la société allemande, les opportunités professionnelles et artistiques ont commencé à diminuer drastiquement. Au fur et à mesure que la guerre avançait, Hambourg, comme d'autres villes allemandes, a ressenti les effets du conflit tant en termes économiques que sociaux. Bien que la situation économique de sa famille à cette époque ne soit pas connue, il est possible de supposer que, comme beaucoup d'Allemands de son temps, elle faisait face à de graves difficultés économiques. L'Allemagne de Weimar était une période caractérisée par une inflation grave et le chômage, ce qui a affecté de nombreuses familles. C'est pourquoi, en 1944, à l'âge de 21 ans, Barkman a décidé d'abandonner définitivement ses ambitions dans le monde du spectacle et a choisi de répondre à une annonce des SS. Cet appel recherchait des femmes pour travailler comme Aufseherinnen ou gardiennes dans les camps de concentration en raison du besoin croissant de personnel dans le système d'oppression nazi. Le processus de recrutement auquel elle a été soumise a commencé par une simple candidature par le biais de l'annonce. Après avoir été sélectionnée, elle a participé à une brève interview où elle a souligné sa volonté d'assumer les responsabilités exigées par le régime. Son acceptation a été suivie d'une formation intensive de 10 jours, spécialement conçue pour les femmes qui occuperaient des rôles de supervision dans les camps. Ce programme de formation avait un objectif clair, préparer les futures gardiennes aux conditions difficiles des camps de concentration, leur inculquer l'idéologie en vigueur et justifier moralement les barbaries qui seraient commises contre les prisonniers. Sa décision de rejoindre les SS a été influencée par divers facteurs reflétant à la fois ses circonstances personnelles et le contexte sociopolitique de l'époque. En réalité, sa transition d'une jeune femme aux aspirations artistiques à une gardienne dans l'un des camps de concentration les plus brutaux du système imposé ne peut être comprise uniquement comme un choix individuel. Tout d'abord, les difficultés économiques auxquelles l'Allemagne faisait face pendant la guerre ont rendu l'offre économique des SS attrayante. Le salaire offert était considérablement plus élevé que celui qu'elle aurait pu obtenir dans n'importe quelle autre occupation à cette époque, surtout après avoir abandonné le mannequinat. De plus, la promesse de stabilité et une apparente avancée professionnelle au milieu de l'incertitude du conflit représentaient une autre motivation importante. Barkman, comme beaucoup d'autres femmes qui ont répondu à ces appels, a trouvé dans le système des camps de concentration une opportunité de redéfinir son parcours personnel et d'échapper aux limitations économiques et sociales imposées par la guerre. Enfin, bien que difficile à confirmer, il a été spéculé qu'elle aurait pu être attirée par les dynamiques de pouvoir inhérentes au rôle qu'elle jouerait. Après tout, elle faisait déjà partie de la Ligue des jeunes filles allemandes. Le nazisme ne lui était pas étranger depuis auparavant. La possibilité d'exercer l'autorité et le contrôle, surtout dans un environnement brutal comme les camps de concentration, aurait pu représenter un attrait supplémentaire pour quelqu'un qui cherchait à transcender les limitations de la vie qu'elle laissait derrière elle. Après avoir terminé sa formation, elle a été affectée au camp de concentration de Stutthof, situé en Pologne. Là-bas, elle a commencé à exercer son rôle de gardienne, gagnant rapidement en notoriété pour son traitement cruel des prisonniers. Gardienne de l'horreur, femme dans le camp de concentration de Stutthof. Le camp de concentration de Stutthof a été établi dans une zone boisée à l'ouest du village de Stutowo, près de Gdansk, en Pologne, en l'année 1939, devenant l'un des premiers camps de concentration du régime nazi en dehors des frontières de l'Allemagne. Il a commencé comme un petit camp, connu sous le nom de Vieux Camp, entouré de barbelés et composé de 8 baraques pour les prisonniers, ainsi qu'une commandanture pour les gardes SS. En 1943, le camp a été agrandi avec la construction d'un nouveau secteur comprenant 30 baraques supplémentaires et était protégé par des clôtures électrifiées. La superficie totale du camp atteignait environ 1,2 km². Son objectif principal était la détention, l'exploitation et l'extermination éventuelle des prisonniers, principalement des Polonais et des Juifs.
Au cours des années de son fonctionnement, les conditions à l'intérieur du camp reflétaient la brutalité caractéristique du gouvernement allemand de cette époque, avec des décès fréquents causés par des exécutions, des maladies et des travaux forcés. Dans les premières années, Stutthof ne disposait pas d'installation pour les exécutions de masse, mais vers 1944, un crématorium et des chambres à gaz ont été construits, facilitant l'extermination systématique de milliers de prisonniers. Au cours de son existence, on estime que plus de 115 000 personnes y ont été emprisonnées, provenant de divers pays occupés par les nazis. L'année précédant la fin de la Seconde Guerre mondiale, au plus fort de son activité, le camp abritait environ 57 000 prisonniers. Les conditions de vie étaient déplorables, marquées par des baraques surpeuplées, un manque d'hygiène et une alimentation insuffisante. Les maladies, en particulier le typhus, se propageaient rapidement parmi les détenus, faisant d'innombrables victimes. Dans ce contexte, le personnel du camp comprenait à la fois des hommes et des femmes. Parmi les gardiennes, connues sous le nom de SS-Aufseherinnen, environ 130 femmes ont servi à Stutthof au fil des ans. Ces femmes, recrutées en raison de la pénurie de personnel masculin dans les SS, jouaient un rôle crucial dans la surveillance et le contrôle des prisonniers. Beaucoup d'entre elles ont été formées dans des camps comme Ravensbrück, où on leur inculquait l'idéologie nazie et les préparait aux conditions extrêmes de leur travail. Parmi les gardiennes les plus notoires se trouvait Jenny Wanda Barkmann. À seulement 21 ans, elle est devenue Aufseherin. Cette jeune femme s'est rapidement distinguée par sa cruauté extrême envers les prisonniers. Elle était connue pour infliger des punitions physiques sévères, allant jusqu'à battre certains à mort. Son instrument préféré pour infliger de la douleur aux autres était sa ceinture. La plupart du temps, elle ne se calmait pas tant qu'elle ne commençait pas à se teindre en écarlate. Un bleu ne suffisait pas. Le sang devait faire son apparition. De même, elle demandait aux autres détenus d'assister à ce spectacle dantesque. Elle participait également activement aux sélections pour les chambres à gaz. Le processus consistait à décider qui était considéré comme trop faible pour travailler et, comme ils n'étaient plus jugés utiles, ils étaient envoyés à la mort. On disait que Jenny n'infligeait pas seulement des souffrances physiques, mais qu'elle semblait également prendre plaisir au pouvoir qu'elle exerçait sur les détenus. À plusieurs reprises, on l'a vue rire aux éclats en infligeant des punitions ou en envoyant des personnes à la mort. Pour elle, leurs larmes et leurs gestes de douleur étaient un véritable délice visuel. On disait que ses victimes les plus fréquentes étaient des femmes adultes et des adolescentes. Certains témoins affirment même l'avoir vue frapper des enfants et des mères avec leur nouveau-né. Mais elle n'était pas la seule figure féminine éminente. Hertha Bott a été formée à Ravensbrück, puis a rejoint le personnel de Stutthof. Pendant son séjour dans le camp, elle frappait fréquemment les prisonniers pour des infractions mineures, utilisant son autorité pour humilier et soumettre. Dans les derniers mois de la guerre, elle a participé aux soi-disant marches de la mort, où elle forçait les détenus à marcher sur de longues distances dans des conditions inhumaines, ce qui a entraîné la mort de nombreux d'entre eux. Une autre était Elisabeth Becker. Son rôle principal consistait à accompagner les condamnés vers les chambres à gaz, où elle sélectionnait personnellement les femmes et les enfants à exterminer. Elle était reconnue pour le sang-froid avec lequel elle accomplissait ses tâches, se montrant impassible face au sort des personnes qu'elle envoyait à la mort. La troisième, Gerda Steinhoff, supervisait des groupes de détenus et participait activement aux sélections pour les chambres à gaz. Comme les autres, elle était connue pour sa brutalité, utilisant la violence physique comme outil pour maintenir le contrôle sur les détenus. Attractivité mortelle. Comment une jeune femme belle inspirait la terreur à Stutthof. L'apparence physique de Barkmann, décrite comme attrayante et juvénile, capturait les regards de ceux qui l'entouraient et contrastait brusquement avec les actes de cruauté qui allaient définir sa vie dans les années suivantes. Dès son plus jeune âge, en raison de ses traits, on pouvait prévoir qu'elle deviendrait une femme attrayante. Ses cheveux foncés, qu'elle portait généralement coiffés de manière à accentuer sa féminité, était l'un des traits les plus remarquables chez elle. Sur les photographies historiques, son style de coiffure reflète une esthétique soigneusement entretenue, ce qui contribuait à son image captivante. Son visage était jeune et aux traits fins, ce qui lui donnait une apparence délicate. Cependant, en tant que gardienne, elle affichait toujours une expression froide ou indifférente.
Cela suggère qu'il n'était pas facile de lui arracher un sourire. Probablement, ceux qui avaient la chance de la voir joyeuse savaient que même ses dents parfaitement alignées étaient captivantes. Quant à sa silhouette, elle est décrite comme mince et fragile. Sa jeunesse et sa beauté étaient indéniablement frappantes, se démarquant encore plus dans un environnement marqué par la souffrance et la violence. Malgré sa jeunesse, elle a rapidement acquis une réputation redoutable. Son surnom de « beau spectre » reflétait non seulement son apparence, mais aussi la combinaison terrifiante de sa beauté avec un comportement impitoyable envers les prisonniers. Ce contraste a toujours attiré l'attention de ses collègues et des détenus, générant une confusion qui a perduré même après la guerre. Son manque d'empathie et le plaisir apparent qu'elle tirait de ses actes la différencièrent même des autres gardiens qui partagèrent ses tâches. L'impact de ses actes n'est pas passé inaperçu parmi ses collègues, qui ont commenté l'ampleur de sa cruauté. Certains rapports indiquent que même d'autres gardiens, habitués à la brutalité inhérente au système, étaient surpris par le sadisme avec lequel elle accomplissait ses fonctions. Ce comportement, ajouté à son attitude méprisante et à son absence de remords, a consolidé sa réputation de figure particulièrement redoutée dans le camp. Parmi les détenus, Barkman inspirait un mélange de terreur et de haine. Les sélections pour les chambres à gaz, l'une des tâches les plus infâmes auxquelles elle participait, étaient des moments d'horreur absolue, où sa simple présence générait la panique parmi les détenus. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Son uniforme, ainsi que celui des autres gardiennes du camp de concentration, était emblématique et combinait autorité et oppression. Il se composait d'une veste noire ajustée ornée d'un signe SS sur les épaules, qui accentuait sa silhouette. Sous la veste, elle portait une chemise blanche ou grise, créant un contraste marqué avec le noir de l'uniforme. La ceinture noire qu'elle portait comprenait une boucle avec l'emblème des SS, ajoutant une touche distinctive et symbolique à sa tenue. Enfin, les bottes hautes en cuir noir complétaient son apparence, étant pratique pour le terrain du camp et renforçant son image autoritaire. La chute du beau spectre, sa tentative de fuite et son arrestation. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Jenny Wanda Barkman, une figure connue pour son rôle de gardienne dans le camp de concentration, se retrouva prise dans une série d'événements qui marqueraient sa chute et son arrestation. Avec la situation militaire de son pays en pleine détérioration et le camp de concentration de Stutthof dans sa phase finale, elle s'échappa et se cacha, entamant une période de plusieurs semaines pendant laquelle elle réussit à échapper à la capture. L'armée rouge avançait, démantelant le pouvoir du Führer sur son passage, et, à ce moment-là, le règne sombre de Jenny dans le camp avait à peine duré 1 an. Pendant ce temps, elle utilisa divers moyens pour cacher son identité et son emplacement, se déplaçant dans différentes localités et comptant sur l'aide de personnes inconnues qui la protégeaient temporairement. Cependant, à mesure que la guerre touchait à sa fin, la probabilité d'être capturée augmentait et avec elle, la pression pour quitter les zones où elle avait trouvé refuge. À un moment donné du printemps 1945, elle tenta de fuir encore plus loin de la région en conflit. Elle se dirigea vers la ville de Gdańsk, en Pologne, dans l'intention de prendre un train qui l'amènerait au-delà de la portée des forces alliées et soviétiques. Malheureusement pour elle, son plan fut contrecarré lorsqu'en mai de cette même année, elle fut arrêtée par la milice polonaise dans une gare de la même ville. Son arrestation n'était pas un hasard. Au cours des mois précédant sa capture, la nouvelle de sa brutalité en tant que gardienne avait été largement diffusée parmi les survivants du camp. Beaucoup d'entre eux avaient été témoins de ces atrocités et, apprenant que quelqu'un de son apparence fuyait la justice, commencèrent à diffuser sa description. Lorsque Barkman tenta de monter dans le train, certains de ces mêmes survivants la reconnurent, ce qui facilita sa capture. Après son arrestation, elle fut emmenée dans un centre de détention où son interrogatoire commença. Son cas faisait partie du premier procès de Stutthof, dont l'objectif était de tenir responsables ceux qui étaient impliqués dans toutes les injustices commises dans le camp de concentration du même nom. Ce procès, qui commença en 1946, se concentra sur plusieurs anciens gardiens et officiers du camp, où l'on estime qu'environ 60 000 prisonniers ont perdu la vie à cause des exécutions et des conditions de vie déplorables. Barkman fut l'une des accusées les plus en vue de ce procès, connue pour sa cruauté extrême dans son rôle d'Aufseherin dans le camp. Le procès attira une attention publique considérable, car de nombreux survivants du camp furent appelés à témoigner contre elle,
racontant des expériences de violence et de meurtres systématiques. Au cours des procédures, des dizaines de survivants offrirent des témoignages détaillés sur les actions de la gardienne, décrivant comment elle frappait les captifs sans pitié et sélectionnait ceux qui devaient être exécutés. En effet, le procès ne visait pas seulement à rendre justice, mais aussi à servir de registre historique des horreurs vécues par les prisonniers à Stutthof. Le rire de l'infamie, la coquetterie et le mépris de Barkman au tribunal. À la suite de sa capture, le procès s'est déroulé dans un contexte de grande douleur et de souffrance pour les survivants, qui devaient faire face à la difficile tâche de se souvenir des atrocités qui avaient été commises contre eux. Dès le début du procès, l'accusée a montré une attitude étonnamment indifférente face aux accusations graves portées contre elle. Malgré les déclarations choquantes des survivants, qui racontaient les abus et les meurtres qu'elle avait orchestrés, elle semblait complètement désintéressée par la souffrance des victimes. Au lieu de montrer des remords ou de l'inquiétude face aux preuves présentées contre elle, on la voyait souvent sourire, rire de manière moqueuse et même flirter avec les gardes présents dans la salle. Ce comportement, inapproprié pour la gravité du procès, était particulièrement déconcertant pour les témoins et pour l'opinion publique qui suivait l'affaire. En réalité, ce spectacle était un clou de plus dans son cercueil. Il n'a fait que l'aliéner encore plus du tribunal et du public, qui étaient déjà profondément indignés par ces crimes. Alors que les survivants racontaient des expériences déchirantes sur la brutalité des gardiennes à Stutthof, Barkman semblait traiter le procès comme un spectacle, prêtant plus d'attention à son apparence et à sa coiffure qu'aux accusations portées contre elle. Son comportement a toujours été caractérisé par un mépris égal et absolu envers le tribunal et les victimes. Elle n'a ni demandé pardon, ni montré de remords pour ses crimes. Au contraire, face aux preuves démontrant sa brutalité, comme les témoignages des prisonniers décrivant comment elle frappait les détenus et sélectionnait ceux qui devaient être exécutés, elle a tenté de nier sa culpabilité. Pour sa défense, elle a affirmé qu'elle avait bien traité les captifs juifs, assurant même avoir sauvé quelques vies. Cependant, ces affirmations ont été reçues avec scepticisme tant par les survivants que par le tribunal, car elles étaient en contradiction flagrante avec les preuves accablantes présentées contre elle. La stratégie de la défense était faible, son avocat a admis sa culpabilité, mais a tenté d'atténuer sa responsabilité en affirmant que sa cliente souffrait d'une maladie mentale. Cet argument visait à atténuer sa culpabilité, présentant ses actions comme le résultat d'une instabilité psychologique plutôt que d'une méchanceté inhérente, suggérant qu'aucune personne saine d'esprit ne pourrait commettre de tels crimes. Cependant, cet argument n'a pas eu l'effet escompté, car la communauté judiciaire et le public n'ont pas été influencés par la défense de la folie, étant donné la nature des preuves et le comportement de l'accusé. Son manque de défense cohérente et son indifférence absolue face aux témoignages contre elle ont joué en sa défaveur, ce qui a fini par saper toute tentative d'atténuer sa culpabilité. L'une des interventions les plus perturbantes de Barkman pendant le procès a été son commentaire en recevant la sentence de mort par pendaison. Face à la lecture de la sentence, elle s'est contentée de dire « La vie est vraiment un plaisir et les plaisirs sont souvent courts ». Cette déclaration, sans aucun signe de remords, révélait une déconnexion déconcertante avec la réalité, ainsi qu'une absence totale de conscience de l'ampleur de ses crimes. Au lieu de montrer une quelconque forme de remords pour la souffrance qu'elle avait causée, elle a accepté son destin avec une froideur effrayante. De même, son comportement pendant le procès jette une lumière inquiétante sur sa psychologie. Son manque de remords, disait-on, semblait être un reflet de traits tels que le narcissisme et la psychopathie. Les personnes présentant ces caractéristiques sont souvent incapables d'empathie envers la souffrance des autres, ce qui leur permet d'agir de manière cruelle sans ressentir de compassion. Dans son cas, son indifférence et sa concentration sur des aspects triviaux pendant les audiences indiquent une croyance profonde en sa propre supériorité et une déconnexion totale avec les conséquences de ses actions. De plus, le rire moqueur qu'elle a exhibé en écoutant les témoignages des victimes pourrait être interprété comme un mécanisme de défense, une manière de se distancer émotionnellement des cruautés qu'elle avait elle-même commises. De même, dès le début du procès, elle a montré une attitude défiant le tribunal et les témoins, montrant très peu d'intérêt pour les accusations portées contre elle. Une corde serrant un cou, la fin implacable d'une bourreau. Le 4 juillet de la même année où le procès a eu lieu,
Cette femme a été exécutée par pendaison lors d'une exécution publique à Gdańsk, en Pologne. Cet acte a marqué un moment crucial dans l'histoire de la justice d'après-guerre, symbolisant à la fois la punition pour les crimes commis sous le régime nazi et le désir de la société de refermer les blessures laissées par la Seconde Guerre mondiale. Barkman, ainsi que 10 co-accusés, toutes anciennes gardiennes du camp de concentration de Stutthof, a été condamné à mort pour sa participation aux atrocités commises dans ce lieu, où l'on estime que des milliers de personnes sont mortes à cause des travaux forcés, de la faim, des maladies et des exécutions. L'exécution a eu lieu sur la colline de Biskupia Gorka, un lieu qui est devenu une scène chargée de symbolisme. Des milliers de spectateurs se sont rassemblés pour assister à l'événement, qui avait été annoncé préalablement dans les journaux, ce qui a accru l'attente parmi la population. Pour beaucoup des présents, l'exécution n'était pas seulement la punition contre elle, mais une forme de vengeance collective pour les souffrances infligées à des milliers de personnes dans des camps comme Stutthof. L'événement a également été observé par des prisonniers qui avaient été libérés du camp, ce qui a ajouté un niveau d'impact émotionnel et symbolique à l'exécution. Ces témoins, qui avaient été des victimes à l'époque, se trouvaient maintenant à observer le destin des responsables de leur souffrance. La foule a réagi avec un mélange d'émotions, entre des cris de vengeance et des exclamations de justice, reflétant à la fois la douleur des pertes subies et le soulagement de voir qu'une des responsables payait pour ses crimes. Certains membres de la foule ont arraché des morceaux de vêtements et des boutons des corps des condamnés, ce qui reflète un besoin de s'approprier des souvenirs macabres de l'événement. Dans un contexte où l'Europe se remettait encore des horreurs de l'Holocauste, l'événement représentait un rejet explicite des idéologies qui avaient permis de telles brutalités. L'exécution a également été interprétée comme un acte de justice symbolique dans le contexte de la reconstruction morale et sociale de l'Europe. Après les années d'occupation et les crimes de guerre perpétrés par le régime, l'exécution de figures comme Barkman offrait un sentiment de restauration de l'ordre moral. Cependant, il y avait aussi ceux qui remettaient en question la manière dont la justice était rendue. Certains critiques ont suggéré que les exécutions publiques, bien que symboliques, pouvaient détourner l'attention de la nécessité d'un processus judiciaire plus approfondi, impliquant la reconstruction des sociétés dévastées par la guerre. La division entre le désir de punition et le processus de réconciliation et de guérison sociale était palpable à l'époque. Les témoignages des survivants qui ont assisté à l'exécution servaient cependant à confirmer la nécessité de rendre des comptes pour les crimes commis. Cet événement a également souligné les défis de la justice d'après-guerre. Bien que des mesures aient été prises pour rendre des comptes, les complications d'un processus judiciaire en pleine reconstruction de l'Europe étaient évidentes. Les exécutions publiques, bien que symboliques, n'étaient pas toujours suffisantes pour guérir les blessures profondes laissées par la guerre.